Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notaire Éco. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais très important, les démarches à entreprendre après un décès. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'accueille Alain Van den Eynde et le notaire Jérôme Hott. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Viviane. Vous écoutez Notaire Éco, une initiative de notaire.be. Alors Alain, je vais commencer avec toi. Alain, tu as été confronté à des pertes qui ont été assez terribles. Ton épouse et ton père, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment est-ce que tu as vécu ces moments et quelles sont les premières démarches qui ont dû être entreprises ? Voilà, mais d'abord j'ai perdu mon père dans des circonstances très émotionnelles dans la mesure où il est mort à l'âge que j'ai aujourd'hui et il est mort de mort violente, c'est-à-dire qu'il s'est noyé et son corps a disparu et donc pendant 9 jours d'incertitude, c'était quand même assez difficile à vivre. Et puis voilà, même si effectivement la mort est dans la nature des choses, le fait qu'il disparaisse comme ça soudainement, sans avoir rien préparé, puisque nous y viendrons tout à l'heure, nous a causé pas mal d'ennuis. Et puis voilà, et puis malheureusement, l'année suivante, j'ai perdu mon épouse d'une longue et pénible maladie, comme on dit. Et là, c'était préparé, les circonstances étaient donc tout à fait différentes. Oui, donc c'est vrai que deux circonstances de décès qui sont différentes et au final, c'est vrai qu'on les vit au final un peu de la même manière, mais en termes de démarche à entreprendre, quand quelqu'un disparaît, quelles sont les premières étapes que tu as dû entreprendre ? Donc la première étape la plus difficile lors du décès de mon père était que, comme on ne s'attendait pas au fait qu'il allait décéder, rien n'était préparé. Ma mère, comme toutes les personnes de cette génération-là, n'était au courant de rien. Elle n'avait, je pense, même pas signature sur ses comptes bancaires. Et donc, outre la période, comme je vous ai raconté, où son corps avait disparu, qui a été génératrice d'une grande incertitude, le fait de se retrouver avec lui décédé et ne pas savoir où aller chercher, c'était quand même relativement difficile. Jérôme, je vais revenir vers toi parce que c'est vrai que quand on parle de la mort, on a tendance à un peu occulter les circonstances qui fait qu'elle peut apparaître très très soudainement. Dans ces cas-là, c'est quoi le rôle du notaire pour accompagner les familles ? Le rôle du notaire, c'est d'abord d'être à l'écoute de la famille quand un événement comme ça se produit et aussi de rassurer, puisque les premières démarches, il n'y a jamais d'urgence en fait dans les premières démarches en cas de décès. Le fait d'aller consulter son notaire tout de suite va permettre à la personne de, être assurée sur l'urgence de certaines démarches et deux, être redirigée vers les démarches essentielles à faire dans un premier temps. Et quelles sont les démarches essentielles à faire dans un premier temps ? Les démarches principales, c'est souvent, et c'est normal, c'est la vie de tous les jours, donc c'est de pouvoir débloquer les comptes. Et donc pour débloquer les comptes bancaires, il y a à tout le moins une chose à faire, c'est faire dresser ce qu'on appelle l'attestation d'hérédité, qui est en fait un acte ou une attestation, puisque ça peut être soit un acte notarié, soit une attestation sur papier libre, qui va déterminer qui sont les héritiers et les personnes qui pourront débloquer les comptes. Et donc cette formalité, il faut savoir qu'il faut attendre un délai de 2 à 3 semaines, puisqu'il y a des formalités fiscales à faire de manière antérieure à la délivrance de ce certificat d'hérédité pour voir si le défunt ou les héritiers avaient des dettes fiscales et sociales, puisque dans ce cas-là, en cas de dette fiscale ou sociale, la banque ne pourra libérer les comptes que moyennant le privilège de l'administration fiscale et sociale. Et donc, je pense que c'est vraiment la démarche la plus importante et c'est pour ça que le notaire peut vraiment vous aider. C'est qu'il va d'abord vous rassurer, va pouvoir dès le départ commencer les démarches, faire ses avis fiscaux et sociaux, tels que ça se nomme en fait. Donc on va avertir l'administration fiscale, avertir l'administration sociale qu'ils doivent nous revenir et ils ont un délai légal en fait de 10 à 12 jours ouvrables en fonction des administrations. Alain, est-ce que tu te souviens, quelles ont été les difficultés dans les démarches administratives qui ont dû être entreprises directement après le décès ? Non, je ne me souviens pas précisément des difficultés dans les démarches administratives. Comme Jérôme le soulignait, la phase avec le notaire est intervenue bien plus tard, puisque dans un premier temps, effectivement, dans l'urgence, il a fallu libérer les comptes, etc. Et je crois que ça s'est passé relativement facilement. Mais... Et qu'est-ce que tu as vécu comme complexe dans
dans la phase post-décès, parce qu'en fait, il y a le travail de deuil, et puis en même temps, il y a toute cette charge administrative qui intervient quand même. Mais je pense que dans mon cas, c'était plus des démarches physiques, que je ne savais pas où mon père avait classé les choses, je ne savais pas quelles étaient ses dernières volontés, je ne savais pas où donner de la tête, en gros. C'est ça, je ne savais pas où donner de la tête. J'imagine que ça, c'est quelque chose qu'en tant que notaire, tu entends souvent, parce que c'est vrai qu'on est complètement perdu dans le capharnaüm post-décès, et en plus, il y a l'émotionnel qui joue. Tout à fait, l'émotionnel est très très important. Maintenant, pour rebondir sur ce qu'Alain vient de dire, il y a un moyen aujourd'hui qui permet aux héritiers de pouvoir en fait savoir où donner de la tête. Il y a le coffre-fort Izimi, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, quelqu'un, même si on ne sait pas quand on décède, mais si vous avez un coffre-fort Izimi à jour, en fait, vous savez mettre toutes vos données, votre testament, vos instructions, qu'est-ce que je veux à mon enterrement, et vous pouvez tout mettre de manière digitale à un seul et même endroit. Ce qui permet effectivement d'apaiser le désarroi des héritiers quand une personne part, c'est de dire ok, je sais où je vais trouver les informations. Dans le cas de votre papa, peut-être qu'il y avait dans un tiroir ou un autre, mais lequel? Ici, l'avantage, c'est qu'on a un tiroir. Pour ma part, j'ai fort de cette douloureuse expérience, lorsque la poussière est retombée, j'ai pris l'initiative, déjà très jeune, de faire une petite lettre avec les instructions à suivre en cas de décès. C'est tout à fait pratico-pratique. Mais mes enfants, par exemple, savaient très très bien où il y avait une enveloppe qui contenait tout ce que je souhaitais et un espèce de récapitulatif, bien avant Izimi, un espèce de récapitulatif de tout ce qu'il faut faire et des assurances et des démarches à entreprendre me concernant. Je vais revenir un tout petit peu sur les démarches post-décès. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une déclaration de succession ? La déclaration de succession, c'est une déclaration d'impôt. Ça veut dire que quand une personne décède en Belgique, qu'elle soit résidente belge ou à l'étranger, quand il y a un immeuble en Belgique, il y a une obligation fiscale de déposer la déclaration de succession dans un délai de 4 mois à dater du décès. Délai qui peut être prolongé en fonction du lieu de décès et qui peut éventuellement être prorogé dans des circonstances un peu exceptionnelles. Et donc, on a 4 mois pour faire cette déclaration. Et donc, c'est vrai que c'est assez court au bout du compte pour réunir en fait l'ensemble des informations et permettre à l'administration fiscale d'établir l'avis d'impôt. Et donc, la déclaration, c'est vraiment une photographie du patrimoine du défunt au jour du décès. Quels étaient ses immeubles, quels étaient ses comptes bancaires, quelles sont éventuellement les dettes qu'on peut déduire. Et ça, le notaire vous expliquera en long et en large ce qui est possible. Et une fois qu'on a fait cette photographie, on la dépose auprès de l'administration fiscale. Et alors, est-ce qu'il y a des situations juridiques complexes qui peuvent encore ajouter une surcouche de complexité à une succession? Par exemple, je ne sais pas s'il y a des héritiers à l'étranger, etc. Alors, parfois, effectivement, les héritiers à l'étranger, ça peut être compliqué parce que parfois, il y a des héritiers qu'on ne s'est pas contactés. Et puis, il n'y a pas toujours, c'est pas toujours papa, maman et les 3 enfants. Parfois, c'est la Sökertante ou une personne sans descendance qui n'a peut-être pas fait de testament. Et à ce moment-là, il faut aller rechercher les neveux, les frères et sœurs, puis le neveu et nièce. Et effectivement, dans la société actuelle, il y a souvent, régulièrement à tout le moins, des personnes qui sont parties à l'étranger, dont on n'a plus le contact. Et donc, ça peut parfois bloquer. Et ici, le notaire pourra justement vous aider parce qu'il y a des moyens administratifs à pouvoir combler cette problématique, en tout cas trouver une solution à cette problématique pour répondre aux exigences de délai, quels qu'ils soient d'ailleurs. Parce que j'imagine que les situations simples, en fait, ça n'existe pas, ça n'existe plus vraiment. Il y a toujours une dose de complexité, parce qu'il pourrait y avoir aussi pas des successions internationales, des biens en indivision. En fait, il y a un million de possibilités. Effectivement, mais alors, je ne serais pas aussi pessimiste. Il y a encore des solutions, des cas qui sont, on va dire, aisés, même si, comme on le disait au début, c'est jamais aisé, il y a de l'émotionnel, et parfois même dans des successions qui sont à la base, on va dire au niveau purement patrimonial, facile, il y a le côté émotionnel qui parfois peut complexifier les choses, même si, en fait, c'est papa, maman, 2 enfants, maman hérite de l'usufruit, les 2 enfants la nue propriété, le partage peut se faire facilement, mais il y a de l'émotionnel, quelque chose. Oui, mais ma sœur a reçu
ça, et alors peuvent commencer les problèmes, même dans des situations assez simples à la base. Et comment ça se passe alors, une fois que la déclaration de succession a été faite, etc., le partage des biens entre héritiers, ça intervient quand ? Alors, ce que j'explique toujours, c'est qu'en fait, dans une succession, il y a 2 volets. Il y a le volet fiscal et le volet civil. Alors, c'est clair que le volet fiscal, c'est déterminer qui va payer quoi et dépend en partie du volet civil. Donc, le volet civil, la première partie, c'était cette attestation d'hérédité dans laquelle on va déterminer qui hérite de quoi. Après, effectivement, qu'on sait qui hérite de quoi, on doit déposer la déclaration à ce niveau-là, mais le partage des biens peut parfois se prolonger de manière plus longue après la déclaration fiscale, puisqu'il peut y avoir par exemple des biens, un bien immobilier qu'on ne veut pas garder, qu'on va vendre, et puis on va partager le prix, ou il y a déjà eu des donations avant, et donc il faut un peu rétablir l'équilibre au moment du décès. Donc c'est pas mal de questions qui peuvent se poser à ce niveau-là. Tu parlais de problèmes qu'on pourrait rencontrer. Ce qui peut arriver aussi, qui parfois est assez bloquant, c'est quand il y a 2 successions qui se succèdent assez proches et que la première n'a pas encore été liquidée. Et donc à ce moment-là, ça peut effectivement prolonger le 2e délai, même pour l'administration fiscale. Et donc ça, évidemment, le notaire sera là pour vous aider dans comment faire au mieux dans ce genre de cas, puisqu'effectivement, on ne sait pas dire dans la 2e succession ce que va hériter au bout du compte la personne, parce que le premier dossier est toujours en cours. Que faire en cas de désaccord ou de conflit avec les héritiers, entre les héritiers ? Là, c'est le notaire, et je pense que par rapport à tous les autres prestataires de services en matière de succession, l'avantage qu'a le notaire ici, c'est qu'il a tous les outils. C'est vraiment, pour moi, le seul prestataire qui va avoir la boîte à outils, et on va pouvoir l'ouvrir au fur et à mesure, et va pouvoir jouer le rôle qu'il doit jouer dans telle situation. Alors ici, le rôle du notaire, ça va d'abord être le conciliateur. Il va donc, lui, idéalement, c'est réunir toutes les parties autour d'une table pour pouvoir discuter, entendre d'abord quelles sont les attentes de chacun, puisqu'on est aussi dans de l'émotionnel, donc parfois il y a des attentes qui ne sont pas financières, mais des reconnaissances ou autres. Et donc, je pense que le rôle de conciliateur du notaire va permettre justement, dans un premier temps, de pouvoir apaiser certaines situations familiales où la tension n'est pas au niveau patrimonial, mais plutôt au niveau émotionnel. Donc, c'est pouvoir écouter les parties. Et souvent, après cette première étape, il y a certaines tensions qui tombent et qui permettent d'ouvrir d'autres portes. Et donc, le rôle du notaire ici va vraiment être de donner un peu le temps au temps et laisser les personnes s'exprimer. Et souvent, quand on s'exprime avec un tiers qui, à ce moment-là, va clairement dire « voilà, je suis un conciliateur », les parties, parfois, vont s'adresser, on va dire, indirectement à leurs frères, leurs sœurs, peut-être leur maman, leur papa, en s'adressant au notaire. Et donc, on va vraiment pouvoir dire, parfois sans être interrompu, parce qu'il y en a un qui est peut-être plus dominant que l'autre. C'est aussi le notaire, ici, dans son métier de conciliateur, va permettre de laisser la parole à ceux qui veulent la donner et qui ne se sont peut-être pas sentis entendus suffisamment. Avec autre avantage du notaire, c'est que on est aussi médiateur, en tout cas certains d'entre nous sont médiateurs, et le notaire ici, s'il se rend compte que peut-être qu'une médiation est utile, va permettre soit à changer de casquette si le notaire lui-même est médiateur, soit renvoyer vers un service de médiation qui existe d'ailleurs au sein de la Fédération des notaires, pour dire on va faire une pause et on va vous renvoyer vers un médiateur qui va traiter ce problème-là qui est compliqué entre vous et qu'on n'arrive pas avec une conciliation, mais qu'on arrivera peut-être avec une médiation. La médiation étant la résolution du problème par les parties elles-mêmes. Alors Alain l'avait brièvement abordé et ça fera l'objet d'un autre podcast, mais est-ce qu'il y a des démarches qu'on peut quand même entreprendre mais avant son décès pour faciliter un petit peu tout le processus par la suite ? Voilà, Alain a déjà entrepris cette première démarche, c'est de dire mais qu'est-ce que je veux ? Je pense que c'est très clair qu'on aide vraiment les enfants quand on a des enfants ou les personnes qui sont amenées, et ce serait encore plus quand il n'y a pas d'enfants, quand c'est des neveux et nièces, qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Donc ça, je pense que c'est important. Et ce qui est très important, c'est dans les familles recomposées où il y a des enfants de chaque côté, et puis c'est un des deux parents qui va décéder. C'est important pour les enfants de la personne qui décède d'être sûr que c'était bien la volonté du parent décédé que la loi s'applique ou que certains actes ont été posés. Et donc, si la personne n'a pas eu le temps
ou la possibilité ou la volonté, pour d'une raison ou une autre, de donner cette information à ses enfants, moi j'invite souvent les gens à écrivez-le au moins, que vos enfants prennent conscience que c'est bien votre volonté ce qui va s'appliquer après votre décès. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a de l'émotionnel. Et j'ai déjà entendu souvent, oui, mais c'est pas ce que papa, c'est pas ce que maman aurait voulu. Si papa ou maman l'écrit, ben oui, c'est ce que je veux. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important, je pense, pour la paix des familles, c'est d'oser, idéalement, du vivant, en parler aux enfants, d'abord à ses enfants, petite paix, à l'ensemble de la fratrie recomposée, de famille recomposée, pour être certain qu'en fait, c'est bien ça que le papa voulait. Alors après, on l'accepte ou on l'accepte pas, c'est une autre étape, mais ça, c'est un travail qu'on peut faire par après. Si on n'est déjà pas certain de ce que le parent voulait, ce deuxième chemin est plus compliqué. Alain, j'imagine que ça, évidemment, ça doit sonner un peu vécu chez toi, parce que qu'est-ce qu'il aurait voulu quand c'est une mort qui apparaît soudainement? J'imagine que c'est toutes les questions qui se posent à la chaîne. Ce sont toutes les questions qui se posent à la chaîne, mais évidemment, encore une fois, quand ça se passe dans une famille où l'harmonie règne, on sait plus ou moins ce que son père aurait voulu. Dans notre famille, par exemple, on est laïque. La question ne s'est pas posée de savoir si mon père voulait des funérailles religieuses ou des funérailles civiles. Mon père avait été dans la résistance. Enfin, j'ai agi comme je pouvais, en bon fils, je crois, si ce concept existe. Et j'ai essayé de respecter les valeurs que mon père m'avait transmises. Et voilà, mais peut-être qu'il aurait voulu d'autres choses. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources disponibles pour les familles? On a déjà parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu penses à d'autres éléments qui peuvent aider les familles à traverser ce travail de deuil, ces premières démarches post-décès? Donc oui, il y a beaucoup de questions qui se posent et votre notaire saura répondre à toutes ces questions en attendant de pouvoir avoir rendez-vous, même si la plupart des notaires, normalement, dans ce genre de cas, sont assez disponibles. Il y a un site qui a été développé par la Fédération des notaires qui est Start Ma Succession, où il y a vraiment toutes les questions qui se posent par rapport aux funérailles, par rapport aux démarches auprès des communes, par rapport aux démarches auprès des différentes administrations, des démarches auprès des différents fournisseurs, la téléphonie, tout ce qui est gaz, électricité, où souvent il y a des heures permanents, quelle démarche entreprendre. Et donc ça, il y a vraiment des outils qui sont mis par la Fédération des notaires qui peuvent aider, en plus du conseil que vous pouvez avoir chez votre notaire. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'on est bien d'accord, on parle de la succession, mais en cas de décès, c'est vrai que toutes ces démarches, que ce soit couper l'électricité ou même un million de choses, même j'imagine, on ne sait pas vers qui se tourner. C'est le médecin qui constate le décès, qui prend les choses en main quand les familles sont perdues. Alors souvent, il y a quelqu'un dans la famille qui prend les choses en main, mais c'est souvent cette personne-là qui est notre personne de contact. Et c'est sûr que chez le notaire, plus que je pense dans tous les autres prestataires de services, vous aurez vraiment le service complet, puisqu'on a vraiment toutes les informations à disposition, où s'adresser, comment le faire. Le notaire peut vous aider dans certaines démarches aussi. C'est clair que les démarches administratives, c'est les personnes elles-mêmes qui doivent le faire, mais le notaire est là pour vous aider, parfois peut-être pour vous donner un petit coup de pouce. Donc le notaire sera la personne qui pourra vraiment vous diriger vers les différents organismes que vous devez contacter, comment les contacter, etc. C'est ça, parce qu'on l'a déjà dit, on l'a déjà mentionné plusieurs fois. En fait, le notaire, ça reste cette personne qui est centrale au cœur de la famille, qui connaît en fait tous les fonctionnements, et donc en fait qui peut aider la famille de l'intérieur, autant de l'aspect émotionnel que de l'aspect pragmatique, quoi. Voilà, je pense que c'est ce que vous aurez chez un notaire plus que dans d'autres endroits. Alain, donc tu as perdu ton père dans des circonstances vraiment tragiques, mais l'après-décès, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as réalisé qu'il n'avait pas préparé sa succession, quand il n'avait pas entrepris de démarche? Je ne lui en ai certainement pas voulu parce que cette mort était donc tout à fait fortuite. Et à l'époque, j'aurais aimé qu'il vive encore 20 ans, puisqu'il est décédé à 71 ans. Donc, l'émotion de la perte a pris le pas sur les démarches administratives. Et je dois dire à cet égard que les démarches administratives, je sais qu'on consacre ce podcast à ça, pour moi, ça n'a pas été l'Himalaya. J'ai trouvé que les gens dans les administrations et les organisations
ont été relativement empathiques. Et je n'ai pas, à part le fait qu'il y avait beaucoup de démarches à accomplir et que pour moi, c'était la première fois, je n'ai pas trouvé ça insurmontable. Et d'un point de vue plus pragmatique, est-ce que tu as quand même l'impression, ou en tout cas a posteriori, est-ce que tu peux dire que si jamais il avait quand même entrepris, lui, des démarches au préalable, est-ce que ça aurait peut-être coûté moins d'argent ou est-ce qu'il y aurait eu des choses qui auraient été facilitées quand même ? Non, je ne pense pas, parce que dans le cas qui m'occupe, mon père était forcément retraité à l'époque et il avait rempli une fonction de cadre dans l'entreprise et voilà, il n'y avait pas des grands enjeux successoraux. Alors j'imagine que dans certains cas, Jérôme, il y a des plus grands enjeux, il y a des complexités, ou est-ce que généralement, c'est vrai que l'administration est là pour faciliter les choses et que les choses se passent généralement de manière fluide ? Alors, oui, tout peut se passer de manière fluide et heureusement, ça se passe quand même de manière fluide, on va dire régulièrement. Maintenant, c'est clair que dans le cas d'Alain, apparemment, il n'y avait pas de démarche à entreprendre. Mais c'est clair que dans certaines familles, si les patrimoines sont un peu plus importants, s'il y a un peu plus de complexité ou de conflit, s'il n'y avait pas de conflit, des démarches avant le décès sont utiles, notamment par rapport à la fiscalité. Et la Belgique permet effectivement de transmettre de son vivant de manière moins onéreuse que par succession. Donc c'est clair que si dans certains cas des démarches sont faites avant, quand on dit avant, c'est pas la veille, mais même si la veille est possible, mais un peu plus tôt, transmettre son patrimoine, si on a des immeubles et autres, on peut le transmettre en plusieurs fois pour éviter une taxation trop importante, puisque les droits de succession restent quand même importants en Belgique, et donc le fait de transmettre de son vivant permet de réduire de manière parfois assez drastique, et même pour des petits patrimoines en fait, et c'est ça qui est important, c'est qu'on pense toujours au gros patrimoine, qu'il faut être très riche et que sinon ça ne vaut pas la peine. Moi je ne suis pas du tout convaincu, parce que parfois des petits gestes permettent de faire gagner quelques milliers d'euros, et dans des petits patrimoines, quelques milliers d'euros, c'est déjà beaucoup. Et donc là, le notaire, de nouveau, de manière anticipée, peut vraiment vous aider et voir, tiens, est-ce que c'est utile ou pas de le faire ? Mais au moins, se poser la question avant permet de dire, OK, je sais que c'est possible, mais je ne vais pas le faire pour telle et telle raison. Ou finalement, je vais quand même le faire. Ou je ne suis pas prêt aujourd'hui, mais si on diagnostique une maladie incurable et qu'on me dit que dans 6 mois, je meurs, je vais peut-être me dire, OK, je sais que ça existe, et de nouveau, l'émotionnel va prendre le dessus. Si on a déjà fait des démarches avant, on va laisser la place à l'émotionnel, mais on va simplement appuyer sur le bouton notaire en disant, monsieur le notaire, on avait discuté de ce genre de choses, merci de les mettre en place, parce que ça devient urgent. Et donc voilà, et ça permet alors, de manière beaucoup plus sereine, d'aborder parfois des étapes de vie compliquées. La mort fait partie de la vie, mais au moins se concentrer dans la famille sur l'essentiel, sur l'émotionnel, et laisser le notaire faire le travail plus administratif tout en tenant compte de ce côté émotionnel. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Oui, pour le mot de la fin, je dirais allez d'abord voir votre notaire. Je pense que c'est vraiment la première personne qu'il faut aller voir, parce qu'elle va pouvoir vous guider justement en disant ça c'est urgent, ça c'est pas urgent. Et donc le notaire sera là vraiment pour être un peu votre, on va pas dire vous donner le mode d'emploi, mais en tout cas vous donner les lignes directrices et pointer les différentes urgences qui sont ou parfois qui ne sont pas. Souvent on dit je dois absolument tout de suite avertir la banque. Non, pour moi la première urgence c'est de s'occuper de l'enterrement. De toute façon on ne sait pas débloquer les comptes tout de suite. Donc, il faut vraiment mettre l'urgence où elle est. Au début, il y a l'émotionnel. Je pense qu'il faut traiter l'émotionnel. Et le notaire sera là pour vous dire les démarches administratives peuvent attendre. Concentrez-vous sur les funérailles, sur ce passage du deuil qui est quelque chose d'important dans notre société. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Alain pour ce témoignage très, très inspirant. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et à la prochaine fois.